Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va vous expliquer comment exploiter un fichier régressif qui a été réalisé pour étudier le mouvement d'un pendule simple. Alors pour ça, on a utilisé un dispositif qui s'appelle Pendulor, qu'on a en un seul exemplaire au laboratoire. Ce dispositif, qui consiste en un pendule constitué d'une tige au bout de laquelle est accrochée une masse. Cette tige peut osciller autour d'un axe, et à l'extrémité de cet axe est relié un dispositif qui permet d'enregistrer l'angle d'oscillation du pendule en fonction du temps. Ce dispositif, il passe par un boîtier GTS2, et ce boîtier GTS2 est relié bien sûr à un régressif sur ordinateur, ce qui permet de tout enregistrer dans un fichier. Ce fichier, je vous l'ai fourni avec l'énoncé du TP, qui est ici. Alors, la partie qu'on va traiter, en fait, c'est uniquement la deuxième partie. Hein. La première partie est assez simple à traiter. Donc ici, le pendule simple pendulor a été lâché sans vitesse initiale, et puis on a étudié son abscisse angulaire, qu'on a appelé θ, en fonction du temps. Euh, donc le fichier, il est fourni. Donc on va aller dans Régressi le charger. Alors je lance Régressi. On va faire ouvrir le fichier. Il est ici. Ouvrir. Voilà. Le tableau de mesure est ici. La date, et pour chaque date, la valeur de l'angle que fait le pendule avec la verticale, en fait. C'est l'angle avec la verticale. Alors ça peut être négatif ou positif suivant le côté de l'axe des ordonnées où se trouve le pendule. Alors la première chose à faire ici, c'est de créer des paramètres. Euh, Ces paramètres, c'est la longueur du pendule qu'on nous donne dans le texte. Donc je vais l'appeler L. Elle est donnée en centimètres, mais il vaut mieux la convertir directement en mètres. Donc c'est 30 centimètres. On va mettre 0,30. Je raconte. On va la mettre en mètres, et on va dire qu'elle est égale à 0,30 mètres. Voilà. On a aussi la masse accrochée à l'extrémité du pendule, qu'on va appeler M. Pareil, on va la mettre en kilogrammes directement. C'était 143 grammes, donc 0,143 kg. Voilà. Alors, une première question, alors je vais la faire assez rapidement. On nous demandait de montrer que l'altitude du centre de gravité du solide est égale à une formule qui consiste à multiplier L par 1 moins cosinus θ. Alors euh, sur ce petit schéma, en fait, on voit le pendule quand il est à la verticale, c'est-à-dire au repos, son centre de gravité est à la position G0. Par contre, quand il est écarté de sa position de repos, son centre de gravité, bien sûr, puisque cette longueur-là, je vous rappelle, c'est une tige métallique, hein, sa longueur ne peut pas varier, le centre de gravité a tendance à monter en altitude. Après, il va se mettre à osciller comme ceci, le pendule, bien sûr. Donc son altitude la plus basse, c'est quand il passe par G0. Et après, il peut prendre une altitude qui peut être maximale quand il atteint l'immobilité avant de redescendre vers sa position initiale. Et puis de l'autre côté, il se passe quelque chose de tout à fait symétrique. Donc le but ici, c'est de trouver une formule qui permet d'exprimer l'altitude, c'est-à-dire Z, de ce point G, quelle que soit la position où se trouve le pendule. Alors ça va quand même dépendre bien évidemment de l'angle θ, mais
dans l'énoncé, donc, on nous donne cette formule qui est ici, on nous demande de la démontrer. Alors pour la démontrer, je vous recommande fortement de faire un schéma un peu plus grand que ça, hein, vous l'agrandissez un petit peu. Le but de ce schéma, ça va être de mettre en évidence, encore une fois, dès que vous voyez des fonctions trigonométriques, hein, cosinus, sinus, tangente, etc., pensez que c'est quand même bien pratique si on peut mettre en évidence un triangle rectangle quelque part dans la figure. Parce qu'en général, on connaît des formules qui font intervenir les fonctions trigonométriques si on est dans un triangle rectangle. Alors ici, le triangle rectangle qu'il faut prendre, il est assez évident, je pense. Alors bien sûr, ça, ce n'est pas un triangle, hein, parce que ici, ça, c'est un arc de cercle, c'est pas un segment. Donc, où est-ce qu'il y a un triangle? Eh bien, un triangle, ici, si vous rajoutez ce segment horizontal qui part du point G, vous avez un triangle rectangle ici. Alors pourquoi on peut rajouter ce segment? Parce que si on regarde bien, ce segment, si je le prolonge jusqu'à l'axe des altitudes, en fait, excusez-moi, en fait, ce segment correspond à l'altitude du point G, c'est-à-dire exactement ce qu'on veut. On veut Z. Donc, en fait, l'altitude du point G, c'est la distance entre cette position-là et l'origine des altitudes, c'est-à-dire cette petite distance qui est ici. Donc on veut, nous, trouver en fait la valeur de cette petite distance. Alors comment on va faire? Eh bien on va travailler donc dans ce triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, vous avez l'angle, qu'on connaît a priori. Vous avez la longueur qui est ici, AG, qui vaut L. Vous avez aussi la longueur AG0. Alors la longueur AG0, en fait, c'est pas le troisième côté du triangle, hein, puisque le troisième côté du triangle, il s'arrête ici. Il est là, le troisième côté du triangle. Mais AG0, on connaît cette longueur AG0. Elle vaut combien? Bien sûr, elle vaut L. Pareil. Là, en fait, AG0, c'est un rayon du cercle, ou de la portion de cercle décrite par le pendule. AG0 et AG ont la même longueur. Ils valent L tous les deux. Donc, la distance qui existe sur ce troisième côté du triangle, qui est ici, en fait, c'est AG0 moins ce qu'on cherche, moins petit z. Au final, on connaît deux côtés du triangle, L et L moins Z, c'est-à-dire qu'on connaît l'hypoténuse et le côté adjacent. Hypoténuse, côté adjacent, c'est l'expression du cosinus de l'angle qui va nous servir, puisque le cosinus d'un angle, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc vous avez cosinus θ égale L moins Z divisé par L. Il vous suffira ensuite d'arranger un petit peu cette formule, et vous allez voir que vous allez tomber sur la formule qui est donnée ici. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande dans le texte? On nous demande tout d'abord de faire quelques réglages en régressie. On nous demande d'aller dans Options, onglet Calcul, mais j'y suis, et de régler le nombre de points sur 9, et de régler le mode de calcul, la méthode de calcul sur cubique. C'est déjà le cas, donc je laisse ça, cubique. Ok. Alors ça, en fait, hein, ça permet d'améliorer le calcul de dérivées, puisqu'on va avoir besoin de dérivées, au problème, hein, de façon à ce que les résultats fonctionnent bien. Alors ensuite, on nous demande de rajouter une grandeur dans régressie qui permette de calculer l'angle alpha, on l'appelle alpha dans le texte, et pour ça, il faut convertir θ, l'angle θ, en radian, puisque par défaut, θ, vous voyez, il est en degrés. Donc, on va... alors, je vais prendre alpha.
rajouter alpha en radian. Et pour ça, il faut qu'on convertisse θ en radian. Alors, pour convertir θ en radian, eh bien, il suffit de faire une règle de 3 en se rappelant par exemple que un angle de 360 degrés, c'est égal à 2 pi radians. Donc vous faites simplement un produit en croix. Ça veut dire que θ fois 2 fois pi, je ferme la parenthèse, divisé par 360, ça doit faire alpha. Alors, caractère... Ah oui. Pas trop aux accents. Oui, alors j'ai fait des bêtises, puisque... il me faut θ. On va le mettre là. Alors, on va mettre alpha égale 2 fois pi. Est-ce qu'on a pi là? Oui, pi. Fois θ divisé par 360. Mise à jour. Alors il m'a pas mis que c'était en radian, je vais le rajouter. Je peux le rajouter. On va le rajouter dans l'expression, c'est pas grave. Radian. Voilà. Tableau. Voilà, j'ai alpha en radian qui est ici. Ensuite, on nous demande de rajouter une grandeur pour calculer l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, on va rajouter une grandeur pour l'énergie potentielle de pesanteur. EPP, énergie potentielle de pesanteur. L'unité, c'est joule. Grandeur calculée. Alors, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est m fois petit g. Ah, je me rends compte que j'ai oublié de définir petit g. Je vais en avoir besoin dans les paramètres. Donc on va rajouter petit g, l'accélération de la pesanteur en mètres par seconde moins 2. Ok. Et il vaut 9,81. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir rajouter EPP en joules. Grandeur calculée, c'est M fois G fois Z. Mais Z, on a démontré que c'était L facteur de 1 moins cosinus θ. Je vais rajouter L. L, il sait ce que c'est, puisque je l'ai défini en paramètres. Fois 1 moins cosinus de θ. J'ai oublié θ. Je vais faire là, ça va être plus simple. Vous voyez qu'on peut définir des grandeurs à différents endroits. Je peux le définir ici, par exemple. Voilà. Donc je vais dire EPP égale, voilà, cosinus θ, je le prends ici, hop, hop, et je dis que c'est en joules. Voilà. Alors l'unité, en fait, vous voyez, vous pouvez la déclarer dans l'onglet expression. Si vous mettez un tiret bas derrière la formule, et bien derrière le tiret bas, on peut renseigner l'unité, et elle va être mise automatiquement. Donc je récapitule, hein, la formule pour l'énergie potentielle de pesanteur, c'est m fois g fois z, et z étant égal à L facteur de 1 moins cosinus θ, j'ai mis 1 moins L facteur de 1 moins cosinus θ, mise à jour. Tableau, il est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de rajouter une nouvelle grandeur pour calculer la vitesse angulaire. La vitesse angulaire est définie comme étant la dérivée de alpha par rapport au temps.
Donc on va rajouter une nouvelle grandeur, vitesse angulaire. Est-ce que j'ai vitesse angulaire là? Non, j'ai pas vitesse angulaire. Bon, c'est pas grave, je vais l'appeler W. Normalement c'est oméga le symbole, peu importe. Et c'est la dérivée de alpha par rapport au temps, donc c'est en radians par seconde. Donc dérivée de alpha par rapport au temps. Ok. Voilà. Pourquoi il m'a passé une ligne? Je sais pas. On va mettre là. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous demande encore? On nous demande de créer une nouvelle grandeur pour calculer la vitesse linéaire, la vitesse V. Donc on y va. V en mètres par seconde. Grandeur calculée. On nous dit que la formule c'est L fois oméga. Donc j'y vais. L multiplié par oméga. Hop, voilà. On veut calculer aussi l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, on le sait, en joules. L'énergie cinétique, c'est 1,5 fois m fois v au carré. Je rappelle que pour faire le carré dans la régression, on peut utiliser la fonction SQR, c'est-à-dire square en anglais, qui veut dire carré. Voilà. On veut une nouvelle grandeur pour calculer l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, en joule. L'énergie mécanique, c'est la somme de toutes les énergies, donc EC plus EPP. Voilà. On veut représenter sur un même graphique les trois énergies au cours du temps. Donc on y va, le graphique il est ici. On va changer ce qu'il y a en abscisse et en ordonnée. Donc on va prendre déjà l'énergie cinétique. On va ajouter une courbe, on va prendre l'énergie potentielle. On va ajouter une courbe et on va prendre l'énergie mécanique. Voilà. Donc ça doit être... Je pense que c'est bon. Voilà. Donner la valeur maximale de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors on va agrandir un peu ça. Voilà. Alors l'énergie potentielle de pesanteur, elle est ici. L'énergie potentielle de pesanteur, elle est en... Elle est en bleu. La valeur maximale, a priori, elle est légèrement supérieure à 0,08. Alors si vous voulez la trouver, vous pouvez utiliser le réticule, par exemple, le réticule libre. Donc voilà, elle est par là. Donc environ à 84 millijoules. Alors vous remarquez que ça a une tendance à la diminution, toutes ces énergies. On va expliquer pourquoi après. Alors, quelle position du pendule correspond-elle? Eh bien, c'est la position où l'altitude est la plus élevée au cours du mouvement, c'est-à-dire au tout début. Au tout début du mouvement, c'est là que l'altitude est la plus élevée. Alors, comment on en est sûr? Parce que l'énergie potentielle de pesanteur ne dépend que de l'altitude, puisque c'est m fois g fois z. M, c'est une constante, c'est la masse du pendule. G, c'est une constante aussi, c'est l'accélération de la pesanteur. Il n'y a que z qui peut varier, z étant l'altitude du point G. On voit que la courbe bleue a une nette tendance à la diminution, ça veut dire que l'altitude du point G diminue au cours du temps. Bon. On peut regarder le même genre de choses pour l'énergie cinétique. Alors pour l'énergie cinétique, je repasse en curseur standard. L'énergie cinétique, ici, elle est en noir. L'énergie cinétique est en noir, et on voit aussi que cette énergie cinétique a une tendance nette à diminuer.
Alors l'énergie cinétique, elle ne dépend que de la vitesse, puisque la formule c'est 1,5 fois m fois v au carré. 1,5 c'est une constante, m, encore une fois, c'est une constante, il n'y a que v qui peut varier. Donc si l'énergie cinétique diminue au cours du temps, ça veut dire que la vitesse diminue au cours du temps. L'énergie mécanique est en rouge, pareil, elle a une tendance à la décroissance au cours du temps. Ce qui est normal puisqu'on a vu que EPP et EC diminuent au cours du temps, vu que EM c'est la somme des deux, une fonction qui est la somme de deux fonctions décroissantes et elle-même une fonction décroissante. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Alors on peut remarquer aussi que quand l'énergie potentielle de pesanteur est maximale, ici par exemple, exactement en même temps on a l'énergie cinétique qui est minimale. Quand l'énergie cinétique est maximale ici, exactement en même temps, on a l'énergie potentielle de pesanteur qui est minimale. Encore une fois, on a un phénomène de transfert d'énergie, d'énergie potentielle vers énergie cinétique et d'énergie cinétique vers énergie potentielle. Alors pourquoi cette énergie globalement a tendance à diminuer? Si l'énergie mécanique a tendance à diminuer et n'est pas constante, ça veut dire qu'il y a des forces non conservatives qui travaillent dans le système. Et les forces non conservatives qui travaillent ici, qu'est-ce que cela peut être? Ça peut être, a priori, des frottements. Alors, où est-ce que peuvent se situer les frottements? Alors, ça peut être des frottements avec l'air, tout simplement. Mais a priori, les frottements avec l'air ici vont être quand même relativement négligeables, puisque le pendule ne va pas très très vite, hein, on peut regarder les valeurs, hein, mais ça n'atteint même pas 1 mètre par seconde, donc le pendule est assez lent, et pour que les frottements avec l'air aient un impact, il faudrait que la vitesse soit élevée. Non, alors les frottements ils se situent où? Ils se situent certainement au niveau de l'axe de rotation du pendule, c'est-à-dire que le pendule est accroché à son extrémité supérieure à son axe de rotation, et c'est à ce niveau-là qu'il y a certainement des frottements. Le graphique, il n'est pas tout à fait complet, puisque pour qu'il soit complet, il faudrait qu'il ait un titre. Alors on va rajouter un titre. Voilà. On va marquer que c'est l'évolution des énergies cinétiques potentielles de pesanteur et mécanique d'un pendule au cours du temps. Et voilà. Donc voilà pour cette étude hein, d'un pendule simple oscillant au cours du temps. On peut enregistrer hein, si on veut. Voilà ce qu'il fallait faire dans cette deuxième partie de TP. Vous voyez que c'était relativement simple, hein, surtout que depuis tous les TP qu'on fait sous régressie, on commence un petit peu à maîtriser le logiciel. Donc voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois pour une autre vidéo.